Nous étions sur la Côte d'Ivoire et on évoquait le fléau de la corruption présent à tous les niveaux. C'est un rapport d'une ONG qui présente la situation ainsi, Firmet Eco. On s'interrogeait donc sur les mécanismes même de lutte contre la corruption qui sont plutôt des mécanismes de règlement de comptes politiques. Oui, exactement. Et je me disais que cette manière de se comporter, avec cette manière, est-ce que la démocratie n'est pas heurtée? Est-ce que l'économie des pays n'est pas heurtée? Vous imaginez qu'avec la corruption, on peut avoir plus de 100 milliards détournés par un groupe. Est-ce qu'avec ces 100 milliards, peut-être, avec ces 100 millions de dollars, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas construire des écoles, on ne peut pas construire des centres de santé? Moi, je me rappelle, je l'ai relevé, il y a un rapport, en 2007, un rapport de la Banque mondiale et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime qui estime qu'avec 100 millions de dollars restitués à un pays en développement, il serait possible de financer de nombreuses urgences. Et regardez ces exemples-là. Jusqu'à 10 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides, 100 millions de traitements curatifs contre le paludisme, le traitement de première intention contre le VIH-Sida pour 600 000 personnes pendant un an et le raccordement de 250 000 foyers à l'eau potable ou 240 kilomètres de routes goudronnées à double voie, juste avec 100 millions de dollars. On voit tout ce qu'on peut réaliser avec 100 millions de dollars. Alors qu'on voit, les chefs d'État voient des gens détourner des millions de dollars, ils nous disent rien. Du moment où ça ne touche, ça n'entend pas leur pouvoir, ça n'entend pas leur régime ou la vie de leur régime, ils ne disent rien. C'est un peu compliqué. Avec ça, je ne pense pas qu'on puisse bien parler de la démocratie. Et je vais vous étonner, quand on dit aujourd'hui, on se moque du Togo en comparant le Togo au Ghana, au Bénin, ou en Afrique du Sud en disant que non, ces pays-là sont des démocraties, moi je m'inscris totalement en faux parce que vous ne pouvez pas être un pays où la corruption règne et vous allez parler de démocratie. La démocratie ne rime pas avec la corruption. Bien sûr, on dit le Ghana a réussi la tenance, le Bénin a réussi la tenance, mais je ne pense pas que ce soit des exemples en termes de démocratie. L'autre chose, je voudrais ajouter, si vous le permettez, c'est ce discours historique, ce discours connu de Barack Obama quand il se rendait à Accra en juillet 2009 où il disait l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Regardez ce qu'il avait dit dans son discours, un extrait de son discours. Il dit: aucun pays ne peut créer de richesse si ses dirigeants exploitent l'économie pour s'enrichir personnellement ou si des policiers peuvent être achetés par des trafiquants de drogue. Et je continue de dire, personne ne veut vivre dans une société où la règle de droit cède la place à la loi du plus fort et à la corruption. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie, même si de temps en temps, on y sème une élection ça et là, et il est temps que ce style de gouvernement disparaisse. C'est des mots très forts là. Oui, mais pour ces institutions concrètes. Et je prends par exemple au Togo, il y a l'inspection générale d'État. Mais une fois, j'étais dans un atelier, quand les journalistes de radio communautaire comment l'appelle-t-on, s'inquiétaient parce que beaucoup sont en relation avec, par exemple, les trésoreries et autres, des préfectures et autres. Mais quand l'inspection générale d'État vient travailler, il y a des gens qui collaborent, qui disent comment le préfet siphonne l'argent, comment telle personne détourne de l'argent ou les pratiques malsaines. Mais ces rapports sont... En fait, c'est des gens qu'on a vus pratiquement qu'ils étaient proches des enquêteurs de l'État qui sont venus. Et ils ont foi. Mais quand les rapports sont faits et déposés, c'est à la discrétion de la présidence du chef de l'État. Ce ne sont pas des rapports qui sont publiés. Mais quand les rapports sont faits, sont déposés, mais vous êtes là un jour, vous voyez, celui-là que... n'est-ce pas, qui a été cité par exemple dans des rapports de malversation, c'est lui qu'on nomme à la tête d'une institution et même parfois à la tête pratiquement, qui peut même faire du mal, par exemple, à l'inspection d'État qui est venue sur le terrain. Ce qui veut dire que on se sert, par exemple, moi je me dis que le politique se sert de ces instruments pour savoir sur qui jouer et pour pouvoir, n'est-ce pas, se conserver son pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on sait que vous n'êtes pas bon, vous avez détourné, vous avez vous traînez des pots de casseroles, lorsqu'on vous tient, on vous nomme à un poste, mais si on vous dit foncez dans le mur, vous foncez comme un tocard. Voilà, c'est ce qui se passe. En fait, ces institutions, que ce soit la haute cour de
de la corruption. La nôtre, vous la voyez, comment c'est né, même les gens estiment que c'est leur place qui a été volée par d'autres à la dernière minute. Vous constatez que déjà l'institution est mal née, et donc il est difficile pour que ces institutions fonctionnent normalement. Mais en Côte d'Ivoire, encore, où la Kalachnikov, il suffit de soulever une Kalachnikov pour que le chef de l'État vous distribue de l'argent. Je vois que vraiment, il serait difficile d'arriver à bout dans ce pays. Mais il y a quand même sur le continent des pays qui ont réussi. Le Rwanda, par exemple, a réussi au moins cette lutte, si ce n'est pas à 100% endigué. La corruption, la perception de la corruption n'est pas très évoluée au Rwanda. C'est quoi? C'est la volonté politique qui manque dans la plupart des autres pays? Bon, si vraiment vous estimez que la Côte d'Ivoire et le Rwanda a réussi, parce que je me rappelle, il y a l'année dernière, il y a une dame une politicienne qui a été incarcérée ou bien Victoire Ingabire. Voilà, par les biais de détournement et donc d'accumul pendant des années. Et donc, dans ce pays, ce n'est pas aussi totalement balayé. On se rappelle que c'est un Rwandais qui était venu ici au Togo pour aider le Togo à sortir de l'ornière. Mais les gens ont tout fait pour le renvoyer. Et aujourd'hui, je peux dire, il y a des agents de douane qui sont quand même, disons, je peux dire honnêtes, qui disent que tout ce que Gakwiri est venu faire ici, les gens ont remis tout ça là à zéro. C'est tout l'ancien système qui est revenu et que, en fait, l'argent qui rentre dans les caisses de DAS, ce n'est pas évident, ce n'est pas ça. Et donc, vraiment, les gens au pays ont constitué, n'est-ce pas, leur garde et vis-à-vis de toute personne qui viendrait, et même le président, s'il veut forcément, n'est-ce pas, lutter contre la corruption, lui-même il aura peur de son fauteuil parce que quelque part, c'est cette corruption qui le tient en ce sens, que vous allez voir des gens qui n'ont pratiquement rien, qui courent, qui disent que ils vont au village pour aller sensibiliser les gens et distribuer de l'argent. S'il n'a pas trouvé quelque part, il ne va pas aller le distribuer. Alors, si vous voulez, je peux ajouter quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, il ne sert à rien de créer des commissions anti-corruption. Ça, on n'en a rien à cirer. Non, ça, je ne pense pas que cela puisse porter de fruits ou puisse aider à lutter efficacement contre la corruption. Le problème, c'est qu'il faut réussir à avoir ou à mettre en place des institutions fortes. Il faut jouer à un jeu de transparence. Au Togo, le président de la République lui-même l'a dit, une minorité s'accapare les richesses du pays. Mais ça veut dire quoi? C'est la corruption. Donc, c'est la corruption. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce pays, on a la Cour des comptes. Qu'est-ce que la Cour des comptes fait? Est-ce qu'on vous a déjà remis, on vous a appelé, on a convoqué une conférence de presse dans ce pays où la Cour des comptes a rendu public son rapport annuel? Jamais. Bon, mais c'est disponible sur le site de la Cour des comptes. Alors, il faut que la Cour des comptes parle d'elle. Il faut qu'on sache qu'elle existe. La passation des marchés. Oui, c'était essayé, mais je crois qu'on l'a enterré là. Il faut que le chef de l'État prenne des mesures pour montrer aux yeux du monde qu'il veut lutter contre la corruption. Dans son entourage, il y a le cumul de fonctions qui existe au Togo. Ça engendre deux choses. La première chose, l'inefficacité, parce que vous ne pouvez pas peut-être être directeur de cabinet, être ministre ou gérer encore d'autres projets, ou vous êtes directeur du port, vous êtes au CHU, vous êtes à la délégation spéciale, vous allez être inefficace. Et il y aura une certaine opacité dans la gestion de vos fonctions ou de vos actions. Donc, si on ne lutte pas contre le cumul de fonctions, si on ne met pas en place des institutions fortes, si on ne fait pas les réformes dont on parle souvent, les réformes politiques, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, il y aura toujours la corruption dans ce pays. Est-ce que peut-on parler de ça là sans parler des 600 et quelques millions de la CAN qui, on a quand même eu du sérieux lorsque le rapport est sorti, l'affaire des 600 millions de la CAN, qui se contrebalançait entre la fédération et le ministère. Après le ministère, on a eu des documents, des fuites de documents, même des documents falsifiés où des agents, c'est-à-dire de l'État, ont été convoqués au SRI pour les informations. Mais comme c'est le même système, on a préféré taire,
n'est-ce pas? Et cette histoire, donc le ministre même dans son rapport... Sur ce fait précis, est-ce que c'est la société qui n'est pas suffisamment éveillée? Parce qu'on se serait imaginé que sous d'autres cieux, 600 millions dont on parle depuis des années, et on n'a rien de concret, ça ne passerait pas. Non, la société est suffisamment éveillée. La preuve, la société en a suffisamment parlé, et c'est ça qui a fait que on a fait un rapport, et même la presse a soutenu, mais lorsqu'il faut aller agir, parce qu'on a déjà déterminé ce qui constituait les pertes et les fuites, lorsqu'il faut maintenant aller toucher les hommes, d'abord un ministre de l'État qui se permet de dire, je parle du ministre Lorenzo des Sports, qui se permet de dire aux yeux du monde entier que ça ne se produira plus, ce qui veut dire qu'il met en perte et profit ce qui s'est déjà passé. Ça veut dire que lui-même, il estime que ce qui s'est passé, les 650 millions qui sont perdus, c'est bon pour le Togo. Oui, le Togo n'a qu'à continuer. Je vais dire que ça ne se produira plus. Or, ces propos, on les a écoutés. À Oumezoulou nous avait dit que personne ne gardera par devers lui un centime. Les centimes ont été gardés. Mais après, il y a eu encore d'autres cas. Donc, de répétition en répétition, on sent que c'est l'État même qui encourage, n'est-ce pas, la corruption. Si vous m'excusez ainsi, c'est l'État qui encourage. Donc, tant que l'État ne décidera pas à mettre fin à ça, à un ministre qui fait ça, on le vire. L'Afrique du Sud, la dernière fois, juste une affaire de sextape, mais le ministre c'est parti. Vous avez vu Thabo Mbeki, comment la pression a été mise sur lui depuis que les gens ont su qu'il a utilisé l'argent de l'État pour, n'est-ce pas, rénover ça. Et de Jacob Zuma, sa maison et autres. Il y a des exemples sur le continent. Même en France, quelqu'un qui prend un avion qui a pris de cigarettes de plus. La cigarette, il y a un ministre français qui a pris des cigarettes de plus sur le compte de... Jérôme Cahuzac, par exemple, même l'ancien Premier ministre français Manuel Valls qui a dû rembourser des billets d'avion pour ses enfants. Oui, bon, ici, quand ça arrive, on applaudit parce qu'on les a placés pour manger. Finalement, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique, c'est tout. C'est la volonté politique. Parce qu'on dira que, comme il a dit tout à l'heure, c'est comme l'État encourage l'impunité. L'impunité, on voit des choses comme ça, tout le monde le voit, tout ça, le route Lomé, Vaughan, avec tous ces milliards de tournées, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on n'a pas d'informations précises, concises sur comment ces milliards ont été dépensés. Où sont ces milliards-là? On ne nous a jamais informés là-dessus. Jusqu'à présent, les 600 millions et d'autres choses. Comment les centres de santé, les centres hospitaliers se gèrent? On n'a pas ces informations. Comment les sociétés d'État se gèrent? On n'a pas ces informations. Pourtant, on dit qu'on manque d'argent et du jour au lendemain, il y a une certaine opacité dans la gestion des affaires publiques. Si l'État ou si le chef, moi je dis toujours, si le chef de l'État ne tape pas du poing sur la table, il y aura tout ça. On dirait qu'il encouragerait l'impunité dans ce pays-là. Là où l'éveil de la société civile, je continue de dire que l'éveil est présent. Vous imaginez que même pour la gestion des centres hospitaliers, le CEFOT, qui est une association de la société civile, avait exigé de faire l'audit des centres de la gestion de l'administration des centres hospitaliers. C'est le ministère qui a fait un blackout sur la chose et ça ne s'est jamais produit. Donc c'est l'État même qui ne donne pas la possibilité, sinon depuis tout ce qu'on dit, nous avons quand même des juges. Le procureur peut surtout saisir de toutes ces affaires de routes financées à des milliards. On dit que l'argent a disparu, la presse l'a révélé. Après, ces routes ont continué. Même on a entendu que des candidats, n'est-ce pas, à la députation, qui disent que on débloque encore de l'argent pour ces mêmes routes. C'est-à-dire que l'argent qui a disparu, on finance encore doublement les mêmes routes si ces routes ne sont pas finies. Jusqu'au 31 décembre, ça veut dire que le budget 2019, on va renouveler. Donc, ouais, c'est ça qui fait que finalement, quand on fait des travaux, au lieu de 10 milliards, on se retourne au triple. Voilà. D'accord. On va changer de sujet. On va passer maintenant au Gabon. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite lundi au président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat. Au cours de cette visite, le roi s'est réjoui de l'état de santé du président Bongo, qui évolue favorablement de jour en jour. À cette occasion, le président gabonais a exprimé ses remerciements à
plus fraternel à l'endroit de Sa Majesté le Roi pour l'accueil chaleureux que celui-ci lui a réservé à l'attention qu'il lui a portée depuis son arrivée dans la capitale marocaine. C'est ce qu'a indiqué le communiqué de la présidence gabonaise. Les deux dirigeants ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, ajoute le communiqué. Mais Firmin, je voudrais qu'on s'intéresse à l'image même. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une courte vidéo. On voit le roi qui est filmé de face, Ali Bongo de profil. Alors, si on doit commenter l'image, est-ce qu'on a un président qui récupère? Oui, on veut faire un peu de la communication avec ces images, mais je pense que cela n'a pas trop marché. Parce qu'on n'a pas vu le président comme ça, de face comme ça. Et j'ai vu... Ça, on sent qu'ils ont soigneusement évité les vues de face. Oui, les vues de face. Et aujourd'hui, quand on voit un peu un de ces, mais je pense que c'est la main droite, il me semble qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Je pense que le président a eu à souffrir. Même si on parle d'AVC, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Il y a peut-être la situation était plus compliquée. Parce que quand on voit ça, il veut juste faire de la communication politique, mais ce n'est pas encore trop ça. Le président ne se porte pas trop bien. On veut montrer aux Gabonais que le président va bien, mais cela cache beaucoup de choses. Francis, vous avez vu ces images? Oui, je ne me suis pas trop intéressé parce que, en fait, ici, on dit que c'est un AVC hémorragique qui a nécessité une intervention chirurgicale et ce n'est pas une petite affaire. Et donc, l'image et puis ce que nos chefs de l'État souvent ont envie de montrer, c'est que le Gabonais a envie de revoir ce Ali Bongo sur sa guitare ou faire la Ferrari bloquer encore l'aéroport pour faire les Ferrari. Et voilà, dans les boîtes de nuit, c'est ce que les gens veulent voir. Ce n'est pas un président assis et qui fait difficilement des gestes qu'on ne peut même pas montrer sourire à sa population. Donc, disons que jusqu'ici, et même on peut dire qu'il est loin de l'attente des Gabonais et quand même du monde entier. Et il remercie le Maroc pour l'hospitalité. Le Maroc ne peut que s'en réjouir parce que dire que avec tout ce que le Gabon avait comme pétrole et qui a été exploité par la grande France et le monde entier, et le bois, même ne serait-ce que l'exploitation du bois faite dans ce pays peut permettre d'avoir des centres de santé dignes de ce nom et qu'un président de la République soit, disons, devienne un voisin ou bien SDF présentement. Les Gabonais auraient aimé qu'il revienne parce que là où les Togolais, le moins Gabonais est, ce qui lui est arrivé, ça veut dire que si ça lui arrive au Gabon, il meurt. Et voilà, on n'a pas envie que dans notre pays, les gens meurent par faute de soins médicaux et que... Appropriés. Voilà, donc... nous, on a envie de voir ce Ali Bongo quand il descend de l'avion, comment il sourit, marche dandine, et que les Gabonais le voient dans les bois de nuit et faire la Ferrari. C'est ce qu'on veut revoir et qu'il revienne. Moi, je le souhaite qu'il revienne et qu'il dise aux autres que s'accrocher au pouvoir, ce n'est pas aussi toujours évident. Qu'on peut avoir tous les tests en sa faveur, mais quand le temps vient, on quitte. Firmin, c'était quasiment, disons-le, une chance pour Ali Bongo que ça lui soit arrivé hors du Gabon. Sinon, au Gabon, on sait que les structures sanitaires ne sont pas ce qu'elles doivent être. Peut-être cela aurait pris assez de temps avant de l'évacuer. Peut-être ça aurait été un peu plus catastrophique. C'est une chance. C'est une chance pour lui, mais comme Francisco l'a dit tout à l'heure, il doit revoir sa politique sanitaire, toute sa politique en ce qui concerne le monde de la santé dans ce pays. Sinon, du jour au lendemain, évacuer, faire toute cette attraction, les formalités, monter dans l'avion avant que l'avion ne décolle et autres, c'est une question de 2 minutes. La vie ne tient qu'à un fil. C'est une question de 2 minutes, de quelques secondes et vous perdez votre vie comme ça. Mais j'ai l'impression que les chefs d'État africains ne pensent pas trop à ça. Ils ne pensent pas trop à ça parce que voilà, avec tout ce que le Gabon a, son pétrole, quand le papa Bongo mourait,
en 2009, il y avait un journaliste sur la Radio France Internationale qui disait mais les Français ont plus bouffé le pétrole gabonais que les Gabonais eux-mêmes. Regardez, vous connaissez un peu l'histoire d'Elf aussi, avec Jacques Chirac et autres. Donc ça leur donnait juste... Donc ils livraient leur pétrole à la France, aux Occidentaux, et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils avaient? Donc on les aide à conserver le pouvoir, ils ont le pouvoir, et aussi ils ont l'honneur. L'honneur qu'ils ont, que surtout le papa Bongo avait, c'est quoi? Donc avant qu'on ne nomme les ministres français, c'est lui qui donnait, c'est lui qui me mettait le hockey. Donc tous les ministres. Donc quand il y a, on veut changer le gouvernement par exemple, il dit non. Soit je dois donner mon OK d'abord, et quand il donne son OK, c'est validé et on publie en France. Et il y a cet exemple-là que tout le monde connaît, comment il s'appelle? Il y avait un ancien ministre français à la coopération, Jean-Marie, j'oublie un peu son nom, c'était un ancien ministre de Sarkozy, voilà. C'est Le Drian? Non, c'est pas, non, c'était un ancien ministre français à la coopération. Donc c'est lui que Alain Joandé a remplacé. Alain Joandé qui était venu ici au Togo en 2008. Donc quand ce ministre-là, Jean-Marie Bockel, voilà, très bien. Jean-Marie Bockel, c'était le ministre français de la coopération. Donc lui, il était là. Quand lui est arrivé, il dit non à la dictature. Et il veut signer le décret de décès France-Afrique. Il dit non, on doit mettre fin à la France-Afrique. Or, Sarkozy et Bongo, ça tournait bien déjà. Donc Bongo a dû appeler Sarkozy, a dit non, Sarkozy, tu dois changer ce ministre. Je ne veux plus de Jean-Marie Bockel dans le gouvernement français. Et Sarkozy a dû obtempérer et c'est fini. Donc Jean-Marie Bockel est parti et Alain Joandé lui a succédé. Vous voyez, donc ils livrent leurs milliards, ils livrent leur richesse à l'Occident, et à la contrepartie, ils ont la conservation du pouvoir, ils ont l'honneur, ils ont certains pouvoirs, mais en ce qui concerne le développement de leur pays, ils s'en fichent. Regardez avec tout ce que le Gabon a, le Gabon n'a pas de centre de santé approprié pour pouvoir soigner un président, alors qu'ils ne sont pas nombreux. Les Gabonais ne sont pas nombreux, à peine 1 million. Oui, vous imaginez que 70% de cette population est pauvre. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il revient au chef d'État de revoir leur politique. Ils peuvent conserver le pouvoir s'ils le veulent. Mais qu'ils sachent aussi qu'en s'occupant bien de la population, ça leur permet d'avoir toujours un certain amour de la population. Francisco, enfin, il faut peut-être espérer qu'Ali Bongo, ça s'agisse et se dise, si j'ai été obligé de suivre ma convalescence dans un autre pays africain qui, au moins, a les structures sanitaires pour m'accueillir, c'est que j'ai échoué dans mon bilan social, dans mon pays. Est-ce qu'ils ont l'échec dans leur bilan? Attendez, s'ils avaient l'échec dans leur bilan, nous avons, par exemple, le feu général Eyadema, paix à son âme. Quand il était malade, sa grande maladie, je crois qu'il allait régulièrement en Israël et autres. Même ici, quand nous prenons notre pays, les gens qui tombent malades, vous voyez quelqu'un, vous êtes avec ces enfants des barons là, mais il te dit je vais à Paris voir mon médecin, juste pour un mot de tête. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des incongruités. C'est-à-dire que les gens sont dans un autre siècle. Ils ont fondé leur monde dans la nature et c'est eux seuls qui vivent dedans et qui se comprennent. Mais quand vous allez aujourd'hui même, je prends le chef de l'État, Faure Gnassingbé, si vous allez lui dire que même à Kara, il n'y a pas de scanner, il va dire que c'est faux. Sinon, moi, je suis sûr que si Faure savait qu'il n'y a pas de scanner à l'hôpital Tomde ou à l'hôpital chinois à Kara, il va acheter en un clin d'œil un scanner. Pour lui, le scanner, il y en a. J'estime. Ça veut dire qu'il n'a pas les bons rapports, c'est ça. C'est pas, ça aussi le problème des dirigeants. Non, son monde ne lui permet pas de savoir. Mais au moins dans ce monde, on peut savoir qu'il n'y a pas un hôpital digne de ce nom dans mon pays. Attendez, ils étaient dans ce pays quand notre frère Kofi Pano a eu sa crise à Kaboul. D'accord? À Kaboul. On n'a pas pu l'amener dans un centre à Kaboul, ni à Bassa. Bassa, où déjà en 1963, on faisait l'opération chirurgicale. D'accord? Mais cette année où Kofi Pano en 2000, a fait quand il a fait sa crise,
La première option, c'est d'aller vers 40. Même les gens qui étaient autour n'avaient même pas un minimum de sens de secourisme pour savoir dans quelle disposition mettre ce monsieur, l'étaler dans sa voiture, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amener. Mais on l'a perdu comme ça. On a perdu tant de laisser le Togolais lambda qui, n'est-ce pas, meurt tous les jours. Ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc le plateau technique n'existe pas. Et il n'existe pas. Même quand ça existe, c'est mal utilisé. Donc les gens ont créé leur monde, ils n'ont plus confiance. Ici, le Premier ministre Aoumé Zoulou l'a dit, que ce n'est pas lui qui ira dans nos centres de santé. Donc ça veut dire que quand il avait sa pélitonite, c'est où on l'a envoyé. Ce n'est pas en France, il est parti. Voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est la mode. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont leur monde. Pour eux, le Togo, c'est beau, puisque les gens vont souvent avec des maquettes, des dessins, leur montrer. Ils voient que c'est joli, ils pensent que, au fait, l'hôpital qui est là-bas, Togo, peut-être, lui, c'est maquette seulement, il voit. Non, je ne pense pas que le président de la République togolaise puisse se comporter comme ça, sinon il n'est pas chef d'État. Je pense qu'il doit avoir toutes les informations. Oui, même si des gens lui donnent toutes ces informations dont vous faites étalage ici, sa première responsabilité, c'est d'avoir les informations vraies en ce qui concerne la gestion de ces centres de santé. Le jour qu'il allait au CH Togo, je crois on a quitté le Gabon, là. Non, le jour qu'il allait au CH Togo, je pense que c'est les mêmes réalités. On a muré les gens, comme s'ils avaient l'Ebola. On lui a mis les tapis rouges. Non, mais on ne devait pas lui mettre ça. Donc on l'a mis dans un monde. De la République, c'est les dispositions d'usage. On a empêché le protocole. On a empêché le chef de l'État d'aller voir la réalité. C'est ça qui s'est passé. S'il voulait, on l'aurait amené. Quand vous voyez M. Faure Gnassingbé faire ce discours, vous regardez sa figure, vous avez l'impression que c'est un bon chrétien. Vous avez l'impression que c'est un homme de cœur. Mais si un homme de cœur, c'est qu'il y a... Non, si un homme de cœur, c'est que dans nos hôpitaux, nous manquons autant de biens. On nous construit les routes, c'est bon. On annonce un hôpital de référence. Je ne sais pas trop ce qu'on appelle l'hôpital de référence, mais on l'annonce quand même. C'est la société Ping-Pong qui va le construire. Quand on dit Ping-Pong, déjà, c'est un jeu. Ça n'arrivera jamais. On va marquer la pause. C'est la grande pause et on revient après.